Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maëva. Je suis partie vivre à Toronto dans le cadre de mon VIE. Pour rappel, le VIE c'est le programme génial qui permet aux jeunes de partir travailler dans une entreprise française à l'étranger. Si vous êtes éligible et intéressé par le VIE, je vous invite à aller visionner la vidéo que j'ai faite ici. Aujourd'hui, je voulais vous parler à cœur ouvert. On met de côté le décor idéal de la carte postale canadienne et on parle enfin de la vraie vie. Pour être vraiment transparente avec vous, avant de partir, je pensais que le plus compliqué serait le grand froid canadien. Et en réalité, j'ai dû payer 6 mois de loyer d'avance pour pouvoir avoir un appartement ici à Toronto. J'ai découvert que les Canadiens les plus gentils du monde ne sont pas forcément les plus faciles à transformer en amis. Et surtout, personne ne m'avait préparé à certains aspects du quotidien ici au Canada. Aujourd'hui, je vais vous raconter tout ce que j'aurais aimé savoir avant de partir et de rentrer dans l'avion. Si tu prépares ton départ ou que tu es juste curieuse de savoir ce que ça fait de quitter la France, reste bien jusqu'au bout. Et avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne et n'oublie pas de liker la vidéo pour me soutenir. Ça m'aide énormément à faire grandir My Journey. Dis-moi aussi en commentaire si tu envisages un PVT, un VIE ou bien si tu es déjà sur place. On attaque fort cette vidéo avec trouver un logement. Franchement, c'est vraiment pas simple, surtout si tu habites à Toronto ou à Vancouver parce que les loyers sont extrêmement élevés et les bons plans en fait partent très vite. Voici donc ce que j'aurais aimé savoir avant de partir. 1. Anticiper le provisoire. Ne partez pas du principe que vous allez trouver un appartement ou un logement en 3 heures. Budgétez un Airbnb, une colocation ou un hôtel sur le premier mois. Ça vous enlèvera un gros stress. N'hésitez pas à chercher en ligne avant de partir, mais mon conseil d'or ici c'est de ne pas vous y prendre trop en avance puisque les appartements changent très vite et surtout de ne rien signer avant d'avoir visité l'appartement parce que c'est extrêmement important. Les arnaques existent bel et bien donc faites attention. Autre point je pense qui est lié, ce sont les distances. J'avais totalement, pour être honnête avec vous, sous-estimé cette partie. Quand on regarde sur Google Maps depuis la France, on a l'impression que tout est proche ici à Toronto et pourtant quand on arrive on se rend vite compte que faire 1h30 à 3h aller pour aller au travail, c'est considéré comme totalement normal. Avant de choisir votre logement, je vous invite très fortement à regarder déjà où est-ce que vous allez travailler et à faire des simulations, notamment aux heures de pointe. Croyez-moi, ça peut vraiment radicalement changer votre qualité de vie. Deuxième point, localisez votre logement et votre zone. Ici, chaque quartier a sa propre identité et sa propre vibe. Et ça change du tout au tout d'un quartier à l'autre. Par exemple, je vis vers Junction Street, qui est une rue plutôt calme avec quelques restaurants sympas et surtout très artistiques. Mais si vous descendez 10 minutes à pied, vous tomberez sur une rue totalement différente, bruyante, pleine de bars, pleine de restaurants avec beaucoup de monde. Les prix varient énormément, parfois même de plusieurs centaines de dollars, en fait en fonction de la localisation de la rue. Prêtez-y attention. Troisième point, condo versus appartement. C'est un point, je pense, qui revient très souvent quand vous vous renseignez vraiment sur le Canada et sur Toronto, mais c'est un point qui est très différent de la France, donc je voulais le mentionner. Au Canada, il y a une grosse distinction entre les condos et les appartements. Les condos, ce sont des immeubles qui ont pas mal de services, souvent inclus en fait dans la location, dans le coût de la location. Par exemple, piscine, salle de sport, conciergerie, sécurité, je ne sais pas, plein de choses comme ça. Même des fois, location de barbecue. C'est top, c'est ultra prisé et c'est un peu plus cher. Dans tous les cas, tous les appartements, généralement en Amérique du Nord, sont bien équipés au niveau électroménager, que ce soit avec les frigos, les plaques, tout ça. Donc c'est généralement inclus déjà dans l'appartement. Essayez de regarder les différents types de logements, si vous voulez une colocation ou une location, si vous voulez un condo ou pas. Et commencez en fait à regarder simplement ce qui correspondrait le plus à vos besoins et dans la zone dans laquelle vous vous sentiriez le mieux. Vous pourriez même commencer à appréhender et à trouver certains logements avant même de partir, ce qui serait incroyable. Et encore une fois, ne signez pas avant d'avoir visité l'appartement s'il vous plaît. Parlons maintenant argent, sujet tabou. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, 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 money. J'ai regardé les chiffres et il s'avère que le loyer moyen à Toronto, c'est 2400 $. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Don't mind me. I'ma just grab my stuff and leave. C'est quand même 23% de plus que la moyenne nationale, c'est énorme. Du coup, beaucoup de jeunes actifs, même après 30 ans, en fait, vivent toujours en colocation. C'est quelque chose qui est assez courant ici. Ils peuvent aussi vivre en basements. Un basement, c'est un sous-sol qui est aménagé en appartement. Personnellement, l'idée de vivre sous terre, sans fenêtre généralement, même si on a quand même des superficies qui sont généralement plus grandes, ça me déprimait, mais sachez que c'est quelque chose d'extrêmement courant aussi ici, même pour des actifs. C'est une option qui est faisable et qui permet de réduire les coûts considérablement, donc à vous de voir. Pour obtenir un logement ici au Canada, les propriétaires demandent généralement
plusieurs choses, notamment fiche de paye canadienne, un compte bancaire canadien avec un numéro aussi canadien et votre credit score. Problème en arrivant, vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous n'avez rien. Il vous faut donc généralement un garant. Mais attention, ici au Canada, le garant doit être canadien. Donc vos parents en France, vous n'y pensez même pas, ce n'est pas envisageable ici pour le Canada. Encore une fois, si vous passez par des agents ou des choses un peu plus formelles, si vous passez par Kijiji, qui est donc le site comme Le Bon Coin, vous aurez peut-être plus de chances de tomber sur quelqu'un qui s'en fout. Mais voilà, ça reste quand même assez rare. Il n'y a pas de système comme Visal en France, qui est un super système d'ailleurs. La solution est souvent douloureuse, donc préparez-vous à devoir payer plusieurs mois d'avance sur vos loyers si vous voulez vraiment assurer et sécuriser votre place dans un appartement. Officiellement en Ontario, du moins je n'ai pas regardé pour les autres provinces, c'est illégal de demander plus d'un mois de loyer d'avance. Mais dans la réalité des faits, ce sont des choses qui se font malheureusement très très souvent, notamment quand vous avez un dossier qui est étranger. Pour ma part, j'ai dû sortir 6 mois de loyer d'avance pour pouvoir avoir mon ancien appartement. Oui, 6 mois d'un coup. Ça fait très mal. Comment ça, mon ref? Pour un appartement qui n'était même pas dans le centre-ville, bon, qui était par contre tout neuf avec une chambre. C'est parfois la seule solution quand on arrive et qu'on ne veut pas passer par Kijiji. Petit bonus veilleux, vérifiez absolument votre contrat, c'est extrêmement important, essayez de négocier si besoin. Votre entreprise peut en effet vous fournir soit une allocation logement, soit vous trouvez même un logement directement ici au Canada, ou encore participer aux frais et payer pendant plusieurs mois un logement temporaire. C'était mon cas, j'ai eu un mois d'hôtel, les vidéos au tout début de ma chaîne, ça m'a vraiment sauvé la vie puisque ça m'a permis de passer un mois tranquillement à pouvoir visiter les appartements comme je le souhaitais. Et si votre employeur ne mentionne pas tout ça, parce que peut-être qu'il ne le sait pas ou parce qu'il a oublié, n'hésitez pas à lui demander. C'est partie 2, le coût de la vie. Le Canada, c'est pas donné, surtout si vous habitez dans les grandes villes comme Toronto, Montréal ou Vancouver. Ça, j'étais plus ou moins préparée, je pense qu'on l'est tous quand on doit partir, mais il y a quand même quelques astuces et quelques informations que j'aurais aimé avoir avant. 1. La nourriture. Globalement, c'est un petit peu moins cher qu'en France, notamment grâce à la différence de devise, sauf pour certains produits spécifiquement comme les produits laitiers. Comptez facilement 50% de plus par rapport au prix français. Préparez-vous psychologiquement à ce que votre boîte d'œufs coûte 9 $. Et que votre lait en coûte 7. 2. Les transports. Le réseau est, contrairement à ce que l'on peut penser de l'Amérique du Nord, plutôt efficace dans les grandes villes notamment. Alors je suis pas encore allée à Vancouver donc je ne sais pas, mais Toronto et Montréal ça c'est sûr. Mais voilà, ça reste globalement assez cher. Mon conseil, choisissez votre logement en fonction des transports. Parce qu'avec moins 30 degrés avec de la neige jusqu'au mollet, croyez-moi que même 20 minutes de marche, ça pique. Je voulais parler du froid, mais avant de parler du froid, je voulais parler d'abord de la climatisation. Je sais que c'est un sujet également qu'on aborde souvent, en tout cas qui sont souvent abordés dans les vidéos YouTube que j'ai pu voir, mais c'est vraiment quelque chose. On parle beaucoup du froid canadien, du vent, de l'hiver, mais on ne vous parle pas de l'été dans les bureaux canadiens. Les centres commerciaux et les transports, c'est la même, c'est climatisé à fond. Résultat, vous passez votre temps à remettre ou à enlever votre veste et c'est assez désagréable. Je crois honnêtement que j'ai jamais transporté autant de gilets que depuis que je suis arrivée au Canada. Ça vient du fait que je n'ai pas de voiture. Ceux qui sont en voiture, ils ont peut-être plus de chance parce qu'ils ont la climatisation, ils ont le chauffage. Super transition pour le point 3 qui est justement le froid. Ne sous-estimez surtout pas le budget froid, même si vous venez en été, puisque le froid arrive quand même assez rapidement ici. Les vêtements, ça coûte très très cher. Le chauffage, honnêtement, ça va, mais tout ce qui est équipement technique, manteau, gants, vous avez besoin peut-être de chaufferettes, des choses comme ça. Ça monte vite. Et achetez-vous s'il vous plaît des bonnes bottes d'hiver parce qu'on en a vraiment besoin et surtout étanches à l'eau, c'est le plus important. Les taxes, règle d'or ici au Canada et en Amérique du Nord de manière générale, les prix affichés ne sont jamais les prix finaux. Les taxes sont ajoutées au moment de payer. Comptez entre 5 et 20% en fonction du produit et en fonction de la province. Et même pour les tips, c'est-à-dire les pourboires que vous pouvez donner par exemple au restaurant, les tips sont attendus quasiment partout et tout le temps. Sortir peut donc coûter très très cher si vous voulez aller manger au restaurant et que vous voyez le prix, vous rajoutez les taxes et vous rajoutez les tips. Au début, tu te fais tout le temps avoir, puis après, bon, tu t'y fais. Voilà. Donc, pour vous donner une ordre d'idée, j'ai marqué quelques chiffres ici. Le service à table, c'est entre 15 et 20% pour les tips. 10% si vraiment le service était mauvais, mais voilà, ça se fait pas trop. Le service au comptoir, par exemple, comme à Starbucks où vous récupérez les boissons, c'est entre 5 et 10%.
Et les services au comptoir rapide, ça c'est pas obligatoire, mais ne pas laisser tip peut être mal vu. Honnêtement, avec le temps, on finit par ne pas toujours tipper. Il faut savoir que les Canadiens ne typent pas non plus tout le temps. En tout cas à Toronto, on ne type pas tout le temps, mais voilà, en tant qu'étranger, c'est un petit peu mal vu quand même. Concrètement, un plat à 18$ que vous voyez sur le menu va vous revenir à 20$ avec les taxes et 23$ avec les tips. Voilà, donc quand vous sortez, essayez de budgéter tout ça parce que c'est jamais comme ce que vous pensez. Tout coûte de l'argent. Les musées et autres activités culturelles sont très peu subventionnés ici au Canada. Par exemple, le musée royal de l'Ontario, le ROM, qui est by the way un super musée, coûte 30$ juste pour l'accès principal. Verdict, pour un VIE, sachez que c'est amplement faisable, d'autant plus si vous avez réussi à négocier une petite prime de logement par exemple. Si vous savez gérer votre argent avec la devise, donc l'euro qui est plus fort que le dollar canadien, sachez que franchement ça se fait. Mais honnêtement, j'aurais paniqué voilà, si j'avais été en PVT, donc mon copain lui-même est en PVT, mais vu notre situation c'est un peu différent. Si vous venez seul en PVT, sans job, avec des économies qui sont limitées, même si le Canada vous demande d'avoir une certaine somme d'argent sur votre compte avant de partir, j'avoue que c'est un peu stressant. Donc, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est économiser un max, quitte à partir peut-être l'année prochaine. Pour les PVTistes, essayez de chercher du travail avant de partir. Je connais des personnes pour qui ça a fonctionné. Partie 3, le système de santé au Canada. Alors le système de santé, je préfère vous prévenir dès maintenant, c'est très différent de la France. Donc oubliez tout de suite votre carte vitale française. Ici, chaque province gère son propre système de santé, donc ça dépend vraiment de où est-ce que vous allez habiter et travailler. J'ai pris l'exemple du Québec et de l'Ontario. Au Québec, par exemple, vous avez dès votre arrivée accès à des soins remboursés par la sécurité de la province. Et ça, vraiment, c'est top. En Ontario, ce qui est notre cas, c'est assez différent puisqu'il faut que vous ayez travaillé 3 mois en temps plein pour pouvoir accéder à la sécurité, au remboursement des frais de santé. Il faut que votre entreprise fasse une déclaration d'éligibilité pour que vous y ayez accès. Résultat, il faut que vous ayez une très bonne couverture assurance privée. Donc type expat, PVTiste ou pour les VIE, c'est Business France et qui s'en occupe avec l'assurance privée April. De toute manière, c'est souvent demandé à votre arrivée à l'immigration, donc c'est un petit peu obligatoire et un passage obligatoire pour tout le monde. Les soins sur place, donc les urgences et les soins en fait sont très coûteux et c'est aussi très long pour avoir une place généralement. D'autant plus si vous n'êtes pas couvert. C'est pour ça qu'il est très fréquent de passer par des cliniques privées ou alors des walk-in clinics. Ce sont donc des cliniques qui sont ouvertes H24 pour pouvoir accueillir n'importe qui sans rendez-vous. Par contre, vous pouvez faire très longtemps la queue, donc renseignez-vous avant. Et en plus, c'est plus compliqué parce que votre médecin, en fait, c'est pas toujours le même, donc il ne vous connaît pas forcément. Sachez que comme en France, pour les spécialistes, ça peut prendre jusqu'à 6 mois, voire plus. J'ai un petit conseil PVTiste que Maxime m'a fait mentionner. Quand vous choisissez votre assurance PVTiste, vérifiez bien ce qu'elle couvre. Est-ce qu'elle couvre simplement les frais de routine, les consultations classiques? Est-ce qu'elle couvre les grosses urgences, que ce soit dentaire, que ce soit peu importe si vous avez une appendicite, on sait jamais ce qui peut arriver, ou même si vous vous cassez le pied avec la neige. Quid aussi de la contraception, des lunettes, tout ça, parce que c'est vraiment important. Il peut être dans tous les cas intéressant de payer un top-up, c'est-à-dire payer une couverture supplémentaire, notamment si vous avez des besoins spécifiques. J'ai personnellement décidé de payer cette couverture supplémentaire avec April pour le VIE, donc je crois que je paye 35 € par mois depuis janvier, ça a changé, pour être couverte parce que j'ai des problèmes dentaires. Donc je me suis dit bon, on va pas prendre le risque. Franchement, ça me rassure quand même de l'avoir au cas où. Ça coûte très cher ici au Canada. En gros, regardez bien votre profil médical avant de partir, vos besoins, notamment si vous savez que vous avez des problèmes spécifiques, n'hésitez pas à vous couvrir mieux parce que franchement, la santé, on rigole pas avec ça, surtout quand ici ça coûte trop cher. Et petit tip, puisque je glisse comme ça, c'est donc n'hésitez pas au niveau santé à imprimer tous vos documents avant de partir, parce que déjà, c'est demandé à l'immigration, mais aussi voilà, si jamais vous perdez quelque chose, vous serez toujours content d'avoir accès, ou par exemple si votre téléphone n'a plus de batterie, on sait jamais. Donc n'hésitez pas à imprimer votre numéro d'adhésion, votre numéro de contrat, votre assurance, votre carte. En tout cas, vous serez bien content de l'avoir en cas de galère. Partie 4, la nourriture est là. Aïe, c'est un sujet épineux. Alors là, préparez-vous mentalement parce que non seulement c'est compliqué de trouver des ingrédients de bonne qualité, mais en plus c'est généralement plus cher qu'en France. Donc si vous voulez quelque chose de bonne qualité, soyez prêts à y mettre le prix. Vous risquez d'être déçus au début en ce qui concerne les courses. Donc il faut réapprendre à cuisiner avec ce que l'on trouve, il faut réapprendre à faire ses courses de manière différente.
Et petit à petit, voilà, on finit par s'y habituer, même si, je vais pas vous mentir, chaque fois que je pense à du saucisson ardéchois, j'ai vraiment un petit pincement au cœur ici. Encore une fois, ça dépend sûrement les provinces et les villes. C'est, je pense, un petit peu mieux à Montréal de ce que j'ai pu voir, donc la nourriture est quand même meilleure. Mais sachez que la différence reste quand même incomparable par rapport à la France. Après, je vais être honnête, voilà, on vient de France, donc il faut savoir réajuster aussi ses attentes. Ce n'est pas que la nourriture est mauvaise ici, c'est simplement qu'on a grandi dans un pays dans lequel l'accès à certains produits de qualité est exceptionnellement facile et peu cher. Ici, on trouve de très bonnes choses également, j'en suis certaine, il faut simplement savoir où regarder. C'est pas toujours facile et surtout ça va coûter souvent plus cher. 2. Les restaurants. Si vous cherchez un restaurant, fiez-vous vraiment aux notes Google. En dessous de 4.7 sur 5, honnêtement, oubliez. Parce qu'il y a tellement de restaurants, vous pouvez très bien trouver un autre qui sera forcément meilleur. Et encore, même avec cette note, faites quand même attention. Ça arrive malheureusement qu'on soit très déçu sur la qualité des restaurants. Encore une fois, ça vient aussi de notre culture et de ce qu'on a l'habitude, on va dire, du standard qu'on a de base. Par contre, ce que je n'avais pas anticipé, c'est à quel point Toronto est multiculturel. Et grâce à cela, grâce à l'immigration, on a des restaurants traditionnels, authentiques qui sont super bons et surtout, la variété est incroyable. Je pense honnêtement avoir découvert plus de cuisines différentes ici à Toronto que dans toute ma vie en France. Ça, honnêtement, c'est vraiment le point le plus positif pour moi. Et un petit conseil, une petite recommandation que je peux vous faire, c'est n'hésitez pas en fait à aller parler aux différentes communautés. Par exemple, si vous avez des amis indiens, chinois, peu importe, leur demandez vraiment, ok, quel est pour toi le meilleur restaurant que tu aies goûté ici qui soit traditionnel et authentique, et généralement ils ont des super bonnes adresses. 4, parce qu'on pouvait pas ne pas en parler, les boulangeries. Alors bonne nouvelle, ici il y a des boulangeries. Bien sûr, c'est plus cher qu'en France, mais honnêtement, j'ai trouvé assez facilement du bon pain et aussi des viennoiseries plutôt intéressantes. En revanche, je vous conseille en tout cas de mon point de vue d'éviter les pâtisseries parce que je suis toujours très déçue. Après, je suis grande gourmande, j'aime le sucre, mais honnêtement, ici c'est trop sucré et généralement j'aime pas trop les pâtisseries honnêtement au Canada. D'autant plus qu'ils mettent de la cinnamon, donc c'est-à-dire ils mettent de... Comment ça s'appelle ? D'autant plus qu'ils mettent de la cinnamon partout, donc c'est de la cannelle, partout dans toutes les pâtisseries. Et si vous aimez pas, c'est un peu compliqué. Donc moi j'avoue que je suis pas fan. Bref, une fois que vous trouvez une chaîne de restaurants ou de boulangeries que vous aimez, que vous appréciez, qui font des bonnes choses, croyez-moi, vous y accrochez comme à votre vie. Ok, alors niveau social, le mythe du Canadien gentil et super un peu limite naïf, c'est vrai ou faux? Alors oui, les Canadiens sont hyper gentils, ils sont hyper accueillants. C'est très facile aussi de les aborder, de leur poser des questions, de leur demander une direction ou n'importe quoi, une information. Ils sont très accueillants, très polis, très ouverts et très souriants. Mais attention, cela ne veut pas dire que vous allez devenir amis facilement avec eux. Non. Faire des amis, ça prend du temps. Comme en France, les Canadiens, en fait, qui ont grandi ici, ont déjà leur cercle d'amis préétabli, leur propre communauté. La seule différence, c'est la culture américaine, nord-américaine, qui en fait permet d'aller plus facilement vers les gens si on a des questions. Après voilà, moi j'ai l'impression, et vous me direz peut-être en commentaire ce que vous en pensez si vous savez, moi j'ai l'impression qu'en France, voilà, on est plus compliqué à aborder en premier lieu, mais qu'une fois qu'on est amis, une fois qu'on a créé un premier semblant de lien, c'est très facile après, c'est plutôt naturel, les conversations sont plus profonde et ça se fait assez facilement finalement le lien. Ici au Canada, les relations sont très différentes et elles se créent notamment sur les souvenirs et les activités. Et donc il y a une nuance importante quand même entre la France et le Canada. Par exemple, si un Français vous dit ok, on se rejoint semaine prochaine pour boire un café, vous savez qu'il va vous recontacter. Voilà. Au Canada, on va vous dire ça, mais c'est un peu comme limite pour fermer la phrase, pour fermer la discussion, un peu comme un système de politesse. Donc je vous avoue qu'au début j'étais un petit peu perdue parce que du coup je m'attendais à ce qu'on me recontacte et en fait il se passe rien. Donc du coup moi naturellement, vu que je suis une personne qui suit comme ça, j'ai repris contact, mais ceux qui n'ont pas l'habitude, ça peut être un peu déconcertant. Donc moi ce que je vous conseille en tout cas, c'est pendant votre premier rendez-vous de vous bloquer avec la personne un deuxième rendez-vous. Parce que sinon vous savez très bien qu'elle ne vous répondra plus jamais et ça va juste jamais se faire. Encore une fois, la première étape au Canada pour pouvoir créer le lien, c'est du coup de se revoir. Et ça, c'est pas aussi facile que ce qu'on pense. Ça me ramène justement à mon troisième point qui est de privilégier les activités. Que ce soit des concerts, des petits road trips, des petites activités fun, création, artistique, atelier, workshop, ou alors je sais pas... peu importe, la musique, tout ce que vous aimez, le sport, whatever, ça marche bien mieux pour tisser des liens que de longues conversations. En fait, c'est en créant ce premier lien
souvenirs et d'activités ensemble que vous pourrez ensuite, plus tard, parler et avoir des conversations plus profondes. C'est justement mon 4e point. Ouvrez-vous. Je sais qu'il est plus facile de rester avec des personnes de sa communauté, des Français expatriés, mais s'il vous plaît, ouvrez-vous, allez voir d'autres personnes. S'il vous plaît, ne restez pas qu'entre Français. C'est en rencontrant différentes personnes avec différents points de vue, différents backgrounds que vous pourrez en fait vraiment 100% profiter de cette expérience. C'est ça qui fait la vraie richesse de cette expérience et de votre expatriation. Et c'est un point que je mentionne très souvent parce que je le vois vraiment. Le groupe d'expatriés français, c'est énorme. C'est très bien d'avoir une communauté, mais maintenant il faut savoir aller au-delà de tout ça. Après, encore une fois, ça dépend de ce que vous recherchez. Personnellement, je vois pas l'intérêt de rester avec des Français. Dans ce cas, je serais restée en France. Et voilà, je voulais clôturer cette vidéo avec la partie 6, qui est donc le parti dont personne ne parle. C'est le côté émotionnel. Parce que finalement, les taxes, l'administration, la paperasse, tout ça, en fait, ça s'apprend et ça se dépasse. Et encore une fois, quand on part à l'étranger, quand on va sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, on voit en fait que les bons côtés, on voit les brunchs, on voit les superbes paysages, notamment au Canada, on voit les gratte-ciel, on voit tous les trucs hyper fancy qui sont hyper cool et qui sont aussi partie du paysage, qui font partie du voyage. Mais on voit pas la vraie vie, on voit pas la réalité. Parce que quand on part à l'étranger, on laisse derrière soi beaucoup de repères. Sa famille, ses amis, les lieux qu'on connaît, sa routine aussi, ses petites habitudes et ses petits rituels du quotidien. Et pour être honnête avec vous, il y a des moments, notamment dans les premiers mois, pendant lesquels on se sent extrêmement seul. On voit rarement les soirées où on rentre seul le soir, qui fait moins de 30 degrés, qui fait vraiment très très nuit, et c'est déprimant. Le moment où on se demande ok, est-ce que j'ai fait le bon choix? Et pourtant je pense quand même que ce sont des étapes et des raisonnements et questionnements qui sont normaux et que chaque expatrié à un moment donné dans son parcours se pose ces questions. Bien que je sache par exemple personnellement que ça a été la meilleure expérience pour moi, ça m'empêche pas aussi de me poser ces questions. Mais avec le recul, c'est ce qui m'a fait le plus grandir, parce qu'en fait on apprend à vivre seul, à se débrouiller seul. On apprend à sortir de sa zone de confort et aussi à construire une nouvelle vie dans laquelle en fait on ne connaît personne. En fait, on recommence de zéro, from scratch. Quand je faisais le script de cette vidéo, je me demandais ok, qu'est-ce que je veux apporter à cette vidéo, parce que voilà, encore une fois, toutes ces questions administratives, vous pouvez retrouver 50 000 informations là-dessus et c'est vraiment pas de la valeur ajoutée. Et du coup, je me suis dit ok, qu'est-ce que j'aurais aimé que la Maëva avant de partir sache. Donc si je pouvais parler à la Maëva d'il y a 1 an et demi avant de partir ici vivre seule au Toronto, au Canada, ce que je lui dirais c'est ça. Tu vas avoir peur parfois, tu vas faire des erreurs, tu vas apprendre de nouvelles choses, tu vas payer beaucoup plus cher des choses que tu n'avais pas prévues, tu vas manquer certains moments très importants avec les personnes que tu aimes et tu vas te sentir seule parfois, mais tu vas aussi rencontrer des personnes incroyables que tu n'aurais jamais pu rencontrer si tu n'avais pas fait cette aventure. Tu vas découvrir une nouvelle façon de vivre, une façon de voir les choses, de penser, de ressentir, d'agir et au final tu vas grandir énormément. Et un jour, sans même t'en rendre compte, Toronto commencera à ressembler petit à petit, un peu, à chez toi, que tu devras déjà repartir. Alors oui, si vous avez l'opportunité de partir, faites-le. Foncez. Parce que même avec toutes les galères dont je viens de vous parler aujourd'hui et tout ce que je documente aussi dans cette chaîne YouTube à travers mes vlogs, je referai ce choix 50 fois, sans hésiter. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle aura pu vous donner quelques clés, des choses à anticiper avant votre départ, notamment, encore une fois, cette partie émotionnelle dont on ne parle jamais sur les réseaux sociaux. Il reste encore plein de sujets à aborder, que ce soit sur l'expatriation, sur ma vie ici au Canada, sur la carrière, mais ça, ce sera pour de prochaines vidéos. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager à des amis ou des personnes qui en auraient besoin, et à mettre aussi des commentaires, parce que j'aime beaucoup essayer de vous répondre et de vous aider au mieux. Bisous!